Parlons du marché action américain. À présent, Wall Street a atteint de nouveaux records ces derniers jours et c'est Vincent Delpech qui est à mes côtés, le directeur adjoint des investissements de SG29 Haussmann. Vincent, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. SG29 Haussmann, donc au sein du pôle Private Banking de Société Générale, vous êtes la filiale de gestion dédiée à la gestion privée au sein du groupe Société Générale. Oui, je voulais qu'on parle un peu précisément du marché américain, toujours le marché leader, le marché directeur, nouveau sommet historique il y a encore quelques heures à peine pour le S&P 500. Quelle est votre approche de ce marché aujourd'hui, sachant que, alors d'un point de vue top-down d'allocation, vous étiez surpondéré sur les actions américaines il y a encore quelques mois et vous avez décidé de revenir à neutre, comme on dit dans le jargon, sur les actions américaines. Comment est-ce qu'on peut expliquer déjà ce mouvement et on rentrera un peu dans ce que veut dire être neutre sur les actions américaines, Vincent? Oui, absolument. On était surpondéré tout le début de l'année et dans le courant de l'été, on a revu à la baisse notre exposition sur les marchés actions américains. Alors, il faut juste dire aussi que ce marché a été très résilient pendant la période de la crise du Covid, notamment grâce à un policy mix, donc des mesures de politique monétaire très accommodantes et très rapides avec une baisse des taux dès le mois de mars aux États-Unis, accompagné de programmes de rachat d'actifs beaucoup plus intenses, qui a été complété par la suite par un programme d'aide et de relance budgétaire, dont on parle encore aujourd'hui, mais en 2020, il y a eu 5350 milliards de dollars débloqués entre 2020 et 2021 qui ont été injectés à ces moments-là pour soutenir l'économie et qui fait que l'économie n'a perdu que 3,5% en 2020 et a rebondi à ce stade, on estime, entre 5 et 6% en 2021. Faut voir que la production industrielle brute aux États-Unis était à 19 000 milliards de dollars en Q4 2019. Ouais. Elle est revenue au deuxième trimestre 2021 à 19 400 milliards. Donc on est revenu à un niveau de production d'avant-crise, et notamment grâce à ces politiques à la fois monétaires et budgétaires accommodantes. Ouais. Ce qui fait qu'on a eu un ton un peu plus prudent, mais quand on dit neutre, ça veut dire toujours constructif et positif. En revanche, ça ne nécessite pas d'être surinvesti ou sous-investi. Neutre, c'est pas nécessaire d'en avoir plus que la normale, mais il faut en avoir suffisamment. On reste positif. Voilà, c'est ça. On peut le voir de ce côté-là. Mais quelques nuages ont commencé à approcher, à poindre à l'horizon. Le fameux débat autour de l'inflation transitoire, qui reste un sujet de préoccupation. On n'est pas plus inquiet que ça. On considère que l'inflation va rester transitoire, mais certains des facteurs transitoires ont tendance à s'installer. Une partie a disparu, et on le voit déjà dans le prix de l'énergie, où le pétrole a été multiplié par 3 entre mars 2020 et mars 2021. Aujourd'hui, on est autour de 70-80 $ le baril. On n'estime pas qu'on va remultiplier par 3. Donc, c'est ce qu'on appelle les effets de base qui vont être aujourd'hui en faveur d'une stagnation ou de ne plus ajouter de l'inflation à ces niveaux-là. En revanche, d'autres facteurs inflationnistes sont encore persistants. On voit au niveau des véhicules d'occasion qui ont gagné 40% aux États-Unis, mais qui commencent à légèrement se normaliser. On le voit aussi dans les dépenses des consommateurs qui sont aujourd'hui obligés de payer plus cher. Donc, on est dans une phase d'attentisme. Et puis, le débat qu'on voit actuellement au niveau du futur budget, qui semblait acquis d'ailleurs cet été, il y avait les 1000 milliards de relance d'infrastructures qui étaient pour tout le monde considérés comme votés. Aujourd'hui, la validation de ce programme dépend de la validation du budget de transition écologique et de réforme sociale. Ouais. Et en fait, la validation totale de ces 1000 milliards qui étaient considérés comme acquis il y a peu va dépendre de la négociation entre 3500 milliards annoncés au départ et peut-être 2200 milliards à l'arrivée, signés par le Sénat et la Chambre haute. Donc, on peut même constater que Joe Biden est très vite empêché ou bloqué sur les programmes phares qu'il a mis en avant depuis son accession à la Maison-Blanche en janvier dernier. Et de par même son parti, puisque le représentant de l'Arizona est plutôt en défaveur du programme de transition écologique. La sénatrice de Virginie-Occidentale, elle est plutôt défaveur d'une hausse d'impôts pour financer ces programmes. Et tout le débat aux États-Unis se situe au niveau du financement de ce programme budgétaire qui, jusqu'à présent, était sous forme de subvention, donc juste augmentation du déficit budgétaire. Maintenant, il s'agit d'équilibrer les comptes.
Et là, même les démocrates ne donnent pas forcément la faveur au programme de relance impressionnant que propose Joe Biden. Donc il va falloir faire des compromis. Les marchés anticipaient beaucoup et en termes de dynamique, les marchés aujourd'hui sont un peu plus attentistes vis-à-vis de ce programme. Et puis il y a aussi des échéances qui arrivent en décembre. On en parle peu aujourd'hui, mais on parle du du government shutdown qui devrait arriver dans la... On a tout reporté, tous les sujets qui fâchent, tous les sujets qui fâchaient en septembre ont été reportés à décembre. Voilà, c'est souvent le sujet de la 23e heure, donc ils seront traités la veille, une minute avant que tout arrive. Ça sera des sujets qui vont alimenter la volatilité sur les marchés, qui pour nous ont été des raisons pour réduire à neutre, rester constructif, positif, mais ne pas être excessivement exposé à ce marché américain qui, quand on le regarde dans son ensemble, et ça c'est bien le débat, reste valorisé à des niveaux très élevés. Maintenant, il faut gratter au-dessous de la surface pour voir que sous cette valorisation élevée se cachent évidemment des potentiels de forte croissance, mais aussi des valeurs qui sont tout à fait attractives de par leur valorisation assez basse. Ouais, on va voir où effectivement est-ce qu'on a envie d'être positionné sur ce marché américain. Vous évoquiez l'inflation. Est-ce qu'il faut être méfiant? Est-ce qu'on dans la prudence effectivement qui vous ramène à être neutre sur les actions américaines? Est-ce que les décisions de politique monétaire, alors qui seront prises la semaine prochaine par la Réserve fédérale américaine, le tapering, la réduction progressive des achats, peut-être demain des hausses de taux, est-ce que ce sont des sujets avec lesquels il faut être méfiant aujourd'hui, justement, en tant qu'investisseur? Absolument. On a été méfiant à l'approche dans l'été vis-à-vis de ce qu'on attend, a priori, qui arriverait la semaine prochaine, c'est-à-dire une annonce d'un calendrier de ralentissement et d'arrêt d'achat d'actifs, ce qu'on appelle le tapering, pour commencer dès la fin de l'année 2021 et se prolonger en 2022, et éventuellement laisser apparaître ou commencer à laisser paraître une éventuelle hausse de taux fin 2022, début 2023. Alors, est-ce qu'il faut le craindre ? Je pense que on l'a anticipé, le marché l'a beaucoup anticipé aussi. Si je me réfère à la dernière phase qu'on a connue de ce tapering, c'était annoncé en mai 2013 par Ben Bernanke à l'époque. Et la phase de tapering a commencé en mai 2014, un an après. Si je me réfère à ce qu'a fait le marché sur la période, le marché action américain, il a gagné 8%. Dans la partie annonce-exécution. Alors, il y a eu beaucoup de volatilité autour de l'annonce. Il y a eu un moment très douloureux. Sur le mois de mai. Mais vous dites, sur un an, quand on regarde sur les mois suivants, finalement, ça a été plutôt bénéfique. Positif. Et si je regarde ensuite de mai 2014... à mars 2020, puisque ça a été... Alors, il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en compte, évidemment, mais on a un marché qui a encore gagné 50%. Donc, si je regarde d'un point de vue fondamental ce qu'est le tapering, ça veut juste dire que le malade est en phase de guérison et qu'il n'a plus besoin d'un traitement fort administré par la Banque centrale. Ça, c'est un bon signe fondamental. Maintenant, ce qu'il faut gérer, c'est comme dans toutes les phases de marché, c'est l'intensité, la rapidité, la force et la vigueur avec laquelle vont se retirer ces actifs et ménager les attentes des investisseurs. Bon. Ça, c'est la partie tactique, mais sur le plan stratégique, encore une fois, comment vous regardez ce marché américain et où est-ce que vous avez envie d'être positionné aujourd'hui pour le compte de vos clients? Où est-ce que vous trouvez le meilleur couple risque-rendement, donc en faisant attention aux valorisations, en regardant les perspectives? Où est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui sur ce marché américain, Vincent? Et c'est bien le débat et c'est toute l'ambiguïté, la difficulté de la question, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché globalement qui paraît cher. Si on regarde la partie haute de la capitalisation boursière du S&P qui est pondérée par la capitalisation boursière de ces entreprises. Donc mécaniquement, les entreprises les plus grosses sont aussi les plus chères. Et on le voit dans les GAFAM, des entreprises qui se payent 40, 50, 60 fois les bénéfices. Et tout en bas de la cote, des valeurs qui se payent au niveau de valorisation de private equity. On est à 6-8 fois les bénéfices. Donc, on se situe dans un écart qui est assez extrême, mais au final, ce qu'on recherche, nous, et ça, c'est presque pas, j'allais dire, un poncif, mais on essaie de rester investi sur les valeurs de croissance qui offrent une dynamique de croissance long terme. On parlait de digitalisation tout à l'heure. C'est un mot-clé qui est en train de se mettre en œuvre dans l'économie, digitalisation, tout ce qui est transformation numérique de l'économie, qui valorise les entreprises qui produisent, mais qui valorise aussi les clients qui les utilisent in fine. Donc c'est pour ça qu'on veut aussi être investi sur l'ancienne économie, ou en tout cas les valeurs de l'ancien monde, qui sont en train aussi de progressivement mettre en œuvre des gains de productivité grâce à la digitalisation et revenir aujourd'hui en phase de croissance. Attention aux phases de hausse de taux sur les entreprises trop chèrement valorisées, puisque mécaniquement, quand on actualise les flux futurs avec un taux sans risque plus élevé, ça fait baisser la valorisation mécaniquement de ces entreprises-là.
Mais comme on a dit à l'instant, et comme l'a dit aussi le patron de Microsoft, dans un monde inflationniste... C'était Micro, C'était Micro, aussi Microsoft. Et Microsoft aussi, oui, pardon. C'est à quelques jours de dire que dans un monde inflationniste, les gains de productivité viennent de par la digitalisation. Ouais. Donc tout ça, c'est à observer. Donc nous, en fait, pour être mécanique, on veut avoir un portefeuille bien équilibré entre les valeurs de croissance, mais aussi les valeurs cycliques et décotées, qui offrent un bon mix risque-rendement dans un portefeuille. Et à titre d'exemple, si je regarde ce qu'ont fait les actions américaines de croissance depuis le début de l'année, et si je prends l'opposé dans le spectre de valorisation, c'est les values, on arrive à quasiment, à quelques points de base, la même performance, mais c'est la trajectoire qui est intéressante. Sur les entreprises dites cycliques et value, on a eu un très fort rebond en début d'année, une stagnation depuis. Même depuis le 9 mars 2020, c'est ça le vrai point de départ, si je ne dis pas de bêtises, Vincent. On aime bien les côtés calendaire, year to date. C'est le 9 novembre 2020. Oui, c'est ça, c'est le 9 novembre 2020, en fait, que ça commence pour la value. On va fêter les 1 an de la découverte du vaccin, ou en tout cas de la mise en place du vaccin. Et ça a été le démarrage de la value qui a continué jusqu'à mars. On a eu 6 mois de ligne droite sur la value. Pendant ce temps-là, les valeurs de croissance n'ont strictement rien fait. Et à partir du mois de mars, on a eu un retournement. Alors ça, c'est lié aussi aux dynamiques de taux. Les anticipations de taux, on était à 0,6 sur les 10 ans américains au mois de novembre 2020. On est passé à quasiment 1,70 au mois de mars 2021. Et quand les taux ont rebaissé par la suite, parce que les perspectives de croissance ont été revues à la baisse, ou en tout cas les anticipations d'inflation trop élevées ont fait peur au marché en se disant que l'inflation trop forte ne va pas avoir d'incidence uniquement sur la hausse des prix, mais peut aussi arriver à entamer la confiance des consommateurs, des investisseurs et toucher la croissance. À ce moment-là, les taux ont rebaissé et c'est là où la valeur de croissance sont reparties. Mais dans le lot, je pense qu'il faut bien trier le bon grain de livret et se positionner quand même sur un bon équilibre entre ces valeurs de croissance et ces valeurs plus cycliques. Bon. Effectivement, tout tourne autour du couple croissance-inflation et du bon réglage, effectivement, qu'on peut imaginer pour ce couple croissance-inflation. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été avec nous pour parler spécifiquement de ce marché action américain. Vincent Delpech, directeur adjoint des investissements de SG29 Haussmann, filiale de Société Générale au sein du pôle Private Banking dédié à la gestion privée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Smart Bourse se termine ainsi pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismart.